Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin. Je m'appelle Laetitia Desmar, je suis en charge de la RSE pour le groupe Altavia. Donc peut-être qu'en introduction, on va refaire un petit point sur le groupe Altavia parce que certains d'entre vous m'ont posé des questions en arrivant sur nos activités, car nous avons la chance d'avoir parmi nous ce matin pour cette table ronde sur les circuits courts, aussi bien des représentants de la grande distribution, de grandes marques, des consultants, des architectes, des entreprises adaptées, des journalistes, des jeunes startups. Donc on est heureux au cours de ces tables rondes RSE de pouvoir rassembler tout un écosystème qui s'intéresse à la RSE au sens large dans le retail. Donc Altavia est un groupe de communication indépendant qui a maintenant plus de 30 ans, qui est présent dans 24 pays et 36 villes en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Notre spécialité, c'est d'enchanter le commerce dans tous les sens du terme, c'est-à-dire d'être le spécialiste de la communication commerciale pour les gens du retail. Ça peut prendre aussi bien des formes print, digitales, architecturales, tout ce que vous souhaitez. Des métiers, des représentants de différents métiers sont là aujourd'hui. Et chez Altavia, on a toujours eu la vocation d'avoir un rôle, c'est-à-dire que l'entreprise a un rôle environnemental, économique et social. Donc l'implication d'Altavia dans la RSE est historiquement très forte. Et pour concrétiser cet engagement vis-à-vis de nos collaborateurs et vis-à-vis de nos clients, nous avons lancé dans les 3 dernières années 2 marques, 2 identités qui pour nous sont très fortes et que vous voyez ici, que sont Eco Publishing, la marque de fabrique responsable d'Altavia d'un point de vue environnemental, et Positive Sourcing, qui est en gros la marque qui symbolise tout ce qui est achat solidaire chez Altavia d'un point de vue social. Donc aujourd'hui, que ce soit en interne ou vis-à-vis de nos clients, notre politique RSE est vraiment portée par ces 2 symboles, Eco Publishing et Positive Sourcing. Ce matin, nous en sommes, ça fait maintenant 3 ans que nous avons lancé ces tables rondes. On a la chance d'avoir toujours plus de succès et d'écho. On tient également à ce que les personnes qui n'ont pas pu venir puissent suivre ces tables rondes. C'est pour ça que vous voyez des caméras. Donc si vraiment vous souhaitez que votre visage n'apparaisse pas, dites-le nous et on pourra le faire. Vous aurez ensuite la version intégrale de cette table ronde qui sera disponible sur YouTube, une version courte, et on fera également une synthèse sur SlideShare. Nous vous invitons également à tweeter ce matin. Vous avez eu des hashtags qui vous ont été donnés, je crois, à l'entrée, qui sont @circuitcourt et @Altavia RSE. Donc surtout, n'hésitez pas. Et enfin, je pense que vous avez eu le temps de vous parler au café. Il y aura un petit temps après dans le salon. Donc l'idée aussi de ces tables rondes, c'est que des personnes qui s'intéressent, qui ont une curiosité pour des choses communes, mais qui viennent d'univers différents, puissent se parler et éventuellement faire du business après, créer de nouveaux réseaux. C'est ça aussi qui nous intéresse ce matin. Alors maintenant, assez pour l'introduction. On va passer au circuit court, ce qui vous intéresse directement. Moi, je vais me permettre juste de faire un petit point de chronologie et puis après, on va passer aux intervenants. Donc, un petit point sur l'actu. On voulait remettre cette table ronde dans une chronologie qui est pour nous riche de sens. La première, c'est évidemment le succès, je pense, incontestable de la COP21 à Paris, où je pense, quand je vois les visages ici, beaucoup de vos entreprises étaient partenaires, que ce soit au Bourget ou que ce soit au Grand Palais. Et nous, on a constaté, que ce soit les personnes qui travaillent dans la RSE ou les marques, que ça a fait un électrochoc pour tout le monde. C'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup dans les entreprises françaises du discours, oui, il faut faire de la RSE. Puis depuis la COP21 et cet intérêt et cette médiatisation, on voit que maintenant, ça a commencé à bien intégrer toutes les couches de l'entreprise. Donc ça, nous, on a constaté, on a fait avec différents consultants dans différents groupes de travail, ce constat unanime de l'intérêt de la COP21 comme électrochoc. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans la grande distribution ou dans l'alimentaire, et là on arrive au fur et à mesure au circuit court qui nous occupe ce matin, le salon de l'agriculture cette année a aussi été très médiatisé, mais pour différentes raisons.
Il a été très médiatisé parce que déjà il y a eu des manifestations, des négociations politiques, qu'il y a eu moins de visiteurs que d'habitude, alors que d'habitude c'est aussi une grand-messe pour l'ensemble des Français, et que certaines marques ou certaines enseignes ont été très chaleureusement accueillies alors qu'elles représentent la grande distribution au sens propre, et d'autres ont été moins bien accueillies. Donc nous, on trouvait que c'était aussi un signal fort sur aujourd'hui la perception par les Français et par les médias de ce que c'est que l'agriculture, de ce que c'est que l'alimentaire et de ce que c'est qu'aussi le milieu de la distribution. Et enfin, dans une logique d'entonnoir, nous sommes encore cette semaine dans la semaine porte ouverte de la ruche qui dit oui. Donc peut-être que parmi tous ceux d'entre vous qui sont présents, tous connaissent la ruche qui dit oui. Peut-être que tous ne connaissent pas la ruche qui dit oui. Donc ce qu'on vous proposait ce matin, avec nos 3 intervenants de la ruche qui dit oui, de Phoenix et de Picard, c'est de commencer à travailler sur déjà qu'ils vous présentent qui ils sont individuellement, parce que c'est important de savoir les parcours des personnes qui ont monté ces structures, quelle est l'identité de leur structure et quelle est leur vision et leur définition du circuit court en introduction. Les circuits courts, nous, ce qu'on aimerait au cours de ce débat, c'est voir comment aujourd'hui il se vit au quotidien, comment évolue cette tendance. Est-ce que c'est cantonné à l'univers de l'alimentaire? Est-ce qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels ce business model peut être développé? Et il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui sont là par curiosité, parce qu'ils connaissent pas, enfin, que tous, on puisse, quels que soient vos métiers, que ce soit dans la grande distribution pour les cosmétiques, que ce soit dans la téléphonie, que ce soit dans tout ce qui est grande distribution, plus de jardinerie ou d'autres secteurs que vous représentez, qu'on puisse voir comment le circuit court serait potentiellement applicable chez vous. Je lance le débat pour vous avec l'exercice le plus simple possible, qui a été de lire la première ligne de définition du circuit court sur Wikipédia, c'est-à-dire un système de distribution où il y aurait au maximum un intermédiaire entre le distributeur, je recommence, un intermédiaire entre le producteur et le client. Et vous allez voir que dans ce qui va vous être présenté, il y a des définitions de circuit court beaucoup plus larges. Voilà. Donc, je commence. On va le faire dans l'ordre que vous avez eu sur l'invitation. Donc, on va commencer par la ruche qui dit oui, ensuite Phoenix et ensuite Picard. Et je trouve que c'est bien que les personnes se présentent elles-mêmes. Donc, ils vont vous dire qui ils sont. Marc David, je t'en prie. Bonjour. Je me mets aussi ici. Bonjour, donc je suis Marc-David Choucroune, je suis le cofondateur et PDG de La Ruche qui dit oui. La Ruche qui dit oui, c'est un projet qui a vu le jour en 2011, qu'on a cofondé avec Guillaume Chéron, qui portait le concept, qui était designer industriel. Et moi, de formation, j'étais chef de projet digital. Et donc, je suis arrivé pour monter la plateforme Internet. C'est un projet maintenant donc, lancé en septembre 2011, ouverture de la première ruche. Alors c'est quoi une ruche? C'est une communauté locale qui va regrouper des consommateurs qui vont pouvoir commander en ligne directement auprès de producteurs près de chez eux dans un rayon de 250 km, tout type de produits, fruits, légumes, viande, produits laitiers, et précommande en ligne, puis livraison une fois par semaine dans ce qu'on appelle la ruche, sur un créneau horaire qui va être toujours le même. Aujourd'hui, c'est un réseau qui est constitué de plus de 700 ruches en France, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie. Donc on s'est pas mal développé. Et nous, au niveau central donc, de la structure mère, on est 130 salariés. Le modèle économique de la ruche qui dit oui est assez particulier. En fait, c'est pas finalement que ce soit notre entreprise ou le responsable de la ruche locale, on n'est pas un intermédiaire d'achat-revente. La plateforme fonctionne de la façon suivante. Le producteur fixe lui-même son prix de vente, c'est lui qui est responsable de la vente du produit, c'est lui qui le livre, le produit. Et le responsable de ruche, comme notre entreprise, on facture une commission de service au producteur, une commission au final qui va représenter 16,7% du prix de vente, la moitié pour le responsable de ruche et la moitié pour notre entreprise. Les responsables de ruche ne sont pas des professionnels à la base, ils commencent d'abord en tant que c'est plutôt des particuliers qui vont développer une activité complémentaire pour gérer la ruche. Ça prend environ une dizaine d'heures par semaine, la gestion d'une ruche.
Et ensuite, bien entendu, ils peuvent se développer dans le réseau en ouvrant plusieurs communautés ou continuer à exercer ça comme une activité complémentaire. Alors, La Roche qui dit oui, nous, on n'a pas inventé les circuits courts. Hein. Les circuits courts existaient bien avant nous. On arrive dans, historiquement, tous les circuits qui permettent aux producteurs de vendre en direct, que ce soit la vente à la ferme, la vente sur les marchés de producteurs, les magasins de producteurs aussi qui se sont développés dès les années 80, qui donnaient des options aux producteurs de pouvoir vendre directement leurs produits, qui convenaient en tout cas à un certain type de production, en général des plus petites exploitations, des productions plus diversifiées, qui décident de ne pas forcément aller vers de l'agro-industriel, et donc qui ont la nécessité de vendre en direct puisqu'ils ont des coûts de production plus importants. Donc nécessité de pouvoir fixer son prix. On a vu se développer dans les années 2000 ce qu'on appelait les AMAP, les associations de maintien de l'agriculture paysanne. C'est des systèmes qui permettaient à des petits producteurs, surtout des maraîchers, de créer des abonnements, des contrats d'abonnement avec des groupes de consommateurs sur des durées de 6 mois, 1 an, pour leur proposer des paniers précomposés de fruits et de légumes. Nous, on s'est aussi développé finalement suite à cette dynamique-là qui a fait connaître aussi ces circuits alternatifs. Les AMAP avaient un côté sans doute plus militant, puisque nécessité d'engagement pour les consommateurs, nécessité d'abonnement. Et donc nous, on est arrivé avec un système plus flexible, puisqu'on permet aux consommateurs de pouvoir commander ce qu'ils veulent chaque semaine. Ce qu'on a vu aussi, pourquoi les circuits courts se sont développés, d'un côté, pour les producteurs, il y a de plus en plus de producteurs qui ont du mal à s'y retrouver, qui sont soumis au prix de marché. Et on l'a vu avec les crises à répétition, finalement, qui ne s'en sortent pas en étant dans les dans les schémas de distribution traditionnels. Donc, ils décident de se transformer et d'aller vers le circuit court. Pas tous, mais en tout cas, certains le font. Ça demande une complète réinvention du métier de producteur. Il y a beaucoup plus de métiers à maîtriser quand on fait du circuit court pour un producteur. On doit maîtriser pas uniquement la production, mais aussi la logistique, conditionnement, transport, la distribution, la vente, le marketing. Donc le producteur doit maîtriser beaucoup plus de métiers différents. Alors, c'est un travail assez lourd, mais ce qu'on voit en tout cas, et nous on l'a bien senti avec la dernière crise qui a eu lieu, c'est que les producteurs qui se sont mis au circuit court, qui se sont transformés, ne sont pas touchés par la crise, puisqu'ils sont libres, ils sont dans des circuits de vente où ils sont libres de fixer leur propre prix. Donc il y a de plus en plus de producteurs qui vont aller vers ces circuits. On dit aujourd'hui qu'en France, sur les 500 000, 600 000 exploitations, environ 100 000 font de la vente directe du circuit court. Donc c'est quand même une proportion importante. Ça dépend des filières. Hein. Il y a des filières où c'est plus complexe de faire du circuit court, qu'on est éleveur. Il y a beaucoup plus d'ajout de valeur dans la chaîne. Hein. Il faut travailler avec un atelier de découpe, avec un abattoir. C'est un métier plus complexe à maîtriser pour pouvoir vendre en direct. Donc il y a moins d'éleveurs qui vont le faire que des maraîchers, pour qui c'est plus facile généralement de pouvoir vendre leurs produits en direct. Et puis historiquement, en tout cas, c'est vrai que la vente directe s'est beaucoup développée sur les produits maraîchers avec la création de paniers divers et variés. Donc vraiment, de plus en plus de producteurs qui y vont. Aussi, côté consommateur, nous, on a commencé dès 2009-2010 à concevoir le projet. Il y avait une vraie attente des consommateurs pour plus de transparence, plus de traçabilité, connaissance de la provenance des produits. Même en étant sur Paris, on se rendait compte à ce moment-là que quand on allait dans les marchés traditionnels, c'était quasiment impossible de trouver des produits provenant directement de producteurs. À 80%, on trouvait des grossistes, c'est encore le cas aujourd'hui, hein, qui viennent de Rungis et sans connaissance de la provenance des produits. Donc attente des consommateurs de meilleure traçabilité, d'où vient le produit. Je veux un produit local qui aura forcément plus de goût, plus de fraîcheur, et aussi de plus en plus finalement une sensibilisation du consommateur de la nécessité de payer un produit au prix juste et de favoriser l'économie locale. Donc aussi tout ce mouvement du locavorisme qui se développe, que les gens commencent à connaître à ce moment-là.
et de façon plus large, ce qu'on appelle le circuit court. Nous, quand on s'est lancé il y a 5 ans, personne ne savait ce qu'était un circuit court. Ce n'était pas quelque chose dont les gens parlaient. Aujourd'hui, on parle aux gens, on leur explique, on leur dit, nous, on a un circuit court. Ils comprennent, 90% des gens s'intéressent au circuit court et ont envie d'y aller. Les derniers sondages sont assez étonnants, d'ailleurs, sur ce sujet. Je dirais que, pour revenir à La Roche qui dit oui, nous, l'innovation qu'on a apportée, c'est surtout ce côté circuit court en ligne. Ce n'est pas quelque chose qui existait il y avait des circuits courts, hein, il y avait des plateformes Internet, mais rien ne s'était encore détaché. On a un circuit court en ligne, mais surtout, la grande différence qu'on a apportée, c'est qu'on n'est pas, nous, un intermédiaire de vente. Ce que je disais tout à l'heure, on ne fait pas d'achat-revente. On est une plateforme qui permet vraiment à des communautés locales de s'organiser de façon autonome. Le fonctionnement très décentralisé de La Roche qui dit oui est aussi une particularité. On a plus un rôle de plateforme et le responsable de ruche a plus un rôle d'opérateur local qui va mettre en relation une offre et une demande, celle des producteurs et la demande des consommateurs. Voilà pour l'introduction sur La Roche qui dit oui. Merci. Merci Marc-David. On se dira qu'à la fin des 3 présentations, vous pourrez commencer à poser des questions aux 3 intervenants. On va peut-être faire venir Jean et Arnaud tout de suite. Ce sera quand même plus convivial. Ouais, restez là. Restez là. Ensuite, sur les suivants, donc on a Jean Moreau de Phoenix et Arnaud Bruller de Picard. Je passe la parole à Jean. Merci Laetitia, bonjour à tous. Alors moi, pour commencer à titre personnel, puisqu'il faut qu'on se présente, qu'on fasse une petite introspection, moi j'avais le parcours classique du bon élève français qui a fait une classe préparatoire, une première grande école, une deuxième grande école, et qui a terminé dans la finance. Donc sans trop réfléchir, parce que c'était la mode, parce que ça payait bien, parce qu'il fallait y aller. Comment ? Donc voilà, je me suis retrouvé de fil en aiguille dans une grande banque d'affaires américaine qui s'appelle Merrill Lynch, pour ne pas la citer, à faire des fusions-acquisitions, et puis à attendre mon bonus d'année en année, à attendre mes tickets resto, et à vivre dans un petit confort qui était bien pour démarrer, c'était une bonne formation. Mais je me suis réveillé un jour en me disant, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ? Est-ce que je suis heureux ? Est-ce que ça me plaît ? Est-ce que mon métier a du sens ? Est-ce que je me projette dans les managers qui me gèrent aujourd'hui ? Est-ce que j'ai envie de leur ressembler dans 5 ans, 10 ans ? Et la réponse a été non. Donc c'est pour ça que en fait, le cheminement intellectuel qui a été le mien, c'était un peu celui-ci, c'était une quête de sens, et de me dire comment mettre toutes ces années d'études, ces quelques compétences que j'ai acquises depuis 5-6 ans, au service d'une cause qui soit un peu plus utile, un peu plus noble, entre guillemets, que, sans faire de caricature, mais que la finance d'entreprise classico-classique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à m'intéresser à l'entrepreneuriat social, qui était une tendance déjà existante, mais qui n'avait pas encore l'ampleur qu'elle a maintenant, avec cette volonté d'essayer de trouver un modèle, de créer quelque chose qui puisse allier à la fois un modèle économique classique, viable, autonome, indépendant des subventions, mais aussi un impact social, environnemental, et qui fasse un peu de bien à la planète et qui soit, dont on ait une fierté. Donc, c'est comme ça qu'après 5 ans dans cette banque, j'ai fini par créer, avec un associé, qui n'est pas là aujourd'hui, mais que je remercie, qui s'appelle Baptiste, on a créé Phoenix, donc il y a à peu près 2 ans, avec une vision qui était que l'économie circulaire est une tendance d'avenir et le sens de l'histoire, que les déchets ne doivent plus être une source de contraintes, mais qui sont une véritable ressource, qu'on doit réveiller le potentiel de ces invendus, de ces déchets. Et donc nous, ce qu'on a créé, c'est une société, une entreprise sociale qui accompagne la grande distribution, donc les Leclerc, Carrefour, Casino, Franprix, tous ces acteurs-là qui sont bien connus. On les accompagne dans la deuxième vie des invendus et dans la réduction du gaspillage, notamment alimentaire. Pas seulement, mais notamment alimentaire. Et qu'est-ce qu'on fait pour eux ? On met à disposition 2 briques de services. Il y a une plateforme web qui est une sorte de, pareil pour caricaturer, c'est une sorte de vente privée en B2B sur des gros volumes d'invendus. Donc on connecte ces gens-là, les chefs de rayon, qui au quotidien vont jeter des yaourts, des briques de lait, du jambon, enfin tous les produits qui sortent des rayons à J-3, J-4, jusqu'au jour J, qui auparavant étaient, alors pas toujours, mais bien souvent javelisés, incinérés ou envoyés à la destruction. Nous, on a dit stop, cette aberration doit s'arrêter, on va les prendre en charge et on va les livrer dans des filières de revalorisation. Et qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors, au premier rang de ces filières, il y a les associations caritatives, Restos du Cœur, Croix-Rouge, Emmaüs, Secours Populaire, et puis aussi toutes les petites assos de quartier qui récupèrent les produits pour les redistribuer dans la foulée. Ça va être à peu près les 2 tiers de nos volumes.
Ensuite, après le passage de l'association dans les magasins partenaires, il reste encore des produits, soit des fruits et légumes disqualifiés, soit des produits qui ont été plus ou moins éventrés par les clients dans les rayons. Donc les associations ne veulent pas les prendre, c'est normal. Mais nous, on peut encore en faire quelque chose. Donc on les envoie dans des filières d'alimentation animale. C'est-à-dire qu'on va faire venir une ferme, un parc animalier, un zoo qui va récupérer les excédents de riz en boucherie, charcuterie, un aquarium qui va récupérer les excédents de riz en poissonnerie. Et donc, d'où la présence aujourd'hui, parce qu'on est dans ce qu'on appelle les circuits courts de redistribution. Et notre métier, en fait, c'est ni plus ni moins que créer des écosystèmes d'économie circulaire locaux dans des circuits courts. C'est-à-dire que quand Leclerc nous confie un magasin, par exemple un gros magasin à Levallois, notre métier, c'est d'aller rencontrer la dizaine d'associations locales qui va venir collecter du lundi au samedi, tous les jours, les invendus, puis de rencontrer le cirque, le parc animalier du coin, ou la ferme, ou la porcherie, qui va récupérer le reste des invendus, et de rencontrer aussi le méthaniseur, le maître compostier. Et donc voilà, on est dans cet écosystème-là où les déchets doivent avoir une deuxième vie, et juste ne plus être envoyés à la décharge ou à l'incinération. Donc voilà ce qu'on fait depuis 2 ans pour 7 enseignes différentes. On a à peu près 200 magasins sous contrat. On a créé une trentaine d'emplois. Et puis, effectivement, une des fiertés de l'équipe, c'est que sur l'année 2015, sur les 12 derniers mois, on a redistribué 2,5 millions de repas. Alors pas en direct, parce que nous, on n'est pas une association, hein, on est une entreprise. Donc on ne va pas faire de redistribution en direct aux bénéficiaires, mais en revanche, on approvisionne nos associations, qui du coup réduisent aussi leur budget achat, réduisent leur temps d'approvisionnement. Et donc grâce à nous, nos associations partenaires ont redistribué 2,5 millions de repas, donc, qui normalement auraient fini à la poubelle. Et on a sauvé de la poubelle 2000 tonnes de déchets. Et je le dis parce que tous ces indicateurs extra-financiers constituent aussi la source de la motivation pour l'équipe, qu'elle soit en Ile-de-France ou en région. Et donc on a vocation à représenter un peu cette nouvelle, peut-être pas une nouvelle génération, mais une nouvelle tendance qui est de dire on peut faire du business autrement. Et on n'a pas honte de dire qu'effectivement on a une entreprise qui peut à terme dégager des dividendes. D'un côté, donc il y a vraiment un modèle économique classico-classique qui est indépendant de subventions et qui en même temps par ailleurs a ce qu'on appelle des externalités positives en termes d'impact social, environnemental. Et on espère que ça suscite des vocations et qu'il y aura de plus en plus de boîtes comme ça. Et qu'il y aura de plus en plus de financeurs comme Alter Equity qui est dans la salle et qui redirigent des fonds du grand capital vers des boîtes qui ont un impact comme La Ruche, comme nous. Et voilà, il y a aussi cette tendance-là, la finance utile, la finance à impact. Donc on espère que tout ce petit monde va converger et va créer un écosystème solide qui a vocation à être répliqué. Je passe la parole à Arnaud. Merci. Bonjour, donc on doit faire de l'introspection, c'est ça au début. Donc moi je suis responsable développement durable de Picard depuis 8 ans. Je pense qu'on se rejoint sur la quête de sens parce que j'ai commencé comme ingénieur agroalimentaire et au bout de quelques années, effectivement, j'ai ressenti un peu le même besoin de sens et donc j'ai fait une reconversion professionnelle il y a une petite dizaine d'années pour me spécialiser en développement durable. Et donc, je pense que ça suffit pour la partie introspection. Maintenant, circuit court, la question du circuit court avec Picard, moi j'ai envie de commencer par finalement la prise de conscience qu'il y a eu quand on a créé effectivement le service développement durable il y a 8 ans. On a commencé par faire un diagnostic, hein, comme font la plupart des entreprises quand on débute comme ça. Et dans ce diagnostic, on a fait ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie sur nos produits. Donc on en a réalisé 6, une par grande famille, viande, poisson, plats cuisinés, etc. Et on a constaté que la partie... je ne sais pas si vous êtes un petit peu à l'aise avec la notion de cycle de vie, mais on évalue l'impact environnemental sur les différentes étapes depuis la production agricole, distribution et utilisation par le consommateur. Et effectivement, alors la partie transport a un poids non négligeable, mais ce n'est pas le poids le plus important. Donc moi j'ai envie de... Alors je ne vais pas changer la thématique de la table ronde d'aujourd'hui, mais à mon sens, il y a un lien étroit. Quand on dit circuit court, le constat qu'on fait nous, puisqu'on en est au début, hein, là j'interviens moi plus en tant qu'entreprise qui débute, je dirais, dans la question des circuits courts, mais on voit qu'il y a un lien étroit entre la notion de distribution et la notion de production agricole.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous dépeindre rapidement le fonctionnement d'une entreprise comme Picard, on vend des produits, mais on parlait de lien direct entre le producteur et le client, donc d'avoir un seul intermédiaire. Bon, chez Picard, il y en a deux, puisque les producteurs agricoles vendent les produits à des transformateurs industriels qui vont surgeler le produit. Et ensuite, Picard distribue ces produits. Donc quand on commence à se dire qu'on veut faire du circuit court, il faut déjà essayer d'imaginer des structures locales avec de la production locale et de la distribution locale. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans la mesure où on a 70% de nos produits qui sont fabriqués en France, mais il y a des zones, vous savez bien qu'il y a des zones en France où on retrouve des grandes régions de production. Par exemple, la Bretagne est une grande région de production, pour la viande notamment, et un peu les légumes. Mais on n'a pas, je dirais, aujourd'hui de production régionale où on ne va pas retrouver de la viande dans toutes les régions françaises ou de la production de légumes dans toutes les régions françaises. Donc, un enjeu, quand on parle de circuit court, c'est aussi le lien avec la production agricole et le lien avec le milieu agricole. Et force est de constater aujourd'hui que c'est une nouveauté pour Picard de se rapprocher énormément du monde agricole. Et donc, quand on a dit ça, on se rend compte effectivement que la question de la distribution dans un circuit court, elle nécessite pour une entreprise comme Picard de se rapprocher énormément du producteur agricole. Et ça, en soi, c'est une révolution. Donc il y a tout un travail à faire pour fonctionner en étant plus proche des producteurs agricoles. Donc on a commencé, on est tout jeune dans la démarche, mais on a commencé effectivement à se rapprocher des producteurs, donc pour nous des fournisseurs de rang N-2, à travers un projet. Donc là, je cite ce projet qui a démarré l'année dernière, qui en fait c'est un projet de partenariat avec l'INRA, donc l'Institut national de recherche agronomique, et un de nos fournisseurs de légumes, dans lequel il y a 4 producteurs agricoles bretons. L'objectif, il est à la base surtout de travailler sur l'amélioration des pratiques agroécologiques. Donc on voit bien qu'il y a, on se dit que, encore une fois, quitte à travailler sur les circuits courts, on se rend compte qu'il faut travailler aussi sur la partie agricole, autant travailler aussi sur la pratique, la qualité de la pratique agricole. Pour moi, c'est des sujets qu'il faut traiter en même temps. Il me semble que pour être exemplaire, si on veut travailler sur le circuit court, il faut aussi travailler sur la qualité de la production agricole. Donc on essaye de se rapprocher globalement de ce monde agricole, en les accompagnant et en travaillant ensemble sur l'amélioration des pratiques. Et puis, progressivement, il faudra aussi qu'on se pose la question de la réorganisation du flux de distribution pour qu'on soit capable de, effectivement, être capable d'offrir une offre locale. Quand je dis locale, alors là, je pense que c'est un grand débat. Quelle est la limite Est-ce qu'il faut fixer un nombre de kilomètres entre le producteur et le client ? J'ai tendance à penser que déjà, si on commence au niveau régional, voire départemental, c'est très bien. Je laisserai peut-être mes collègues se prononcer sur la question de cette définition précise du local. Mais en tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que voilà, ça représente une vraie, comme je disais tout à l'heure, une vraie révolution dans l'organisation d'une entreprise. Picard, c'est 950 magasins et 8 plateformes de distribution réparties sur la France. Donc on en a à peu près partout dans le nord, sud, est, ouest de la France. Mais comme je disais tout à l'heure, le haricot vert Picard, il est le même dans tous les magasins. Voilà. Donc on a un produit qui est relativement local, c'est l'agneau. On a lancé un produit qui est l'agneau du Sud-Est, qui est distribué uniquement sur la plateforme du Sud-Est de la France. Et voilà, c'est une première étape qu'on espère développer progressivement. Voilà, je ne sais pas si... Je pense que... Alors, je vais essayer de prendre un deuxième micro pour éventuellement des questions sur...
On va se limiter là à la présentation des structures. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà des questions, tandis qu'il y a un déménagement de décor derrière nous? Si vous n'avez pas de questions, ou alors ça va venir après, nous, on va peut-être démarrer le débat en redistribuant les micros entre vous et en se disant justement, je pense que c'est une problématique, là ce matin, en majorité, je sais que nous ne sommes pas tous parisiens, mais sur justement la définition du local, des communautés locales. Là, il y a des représentants de peuplades dans la salle. Justement, est-ce qu'il y a aujourd'hui un engouement pour le local, une redécouverte du local? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est factice? Est-ce que, voilà, où on en est? Allez-y. Alors là, je vous laisse la parole comme vous le... C'est moi qui commence. Alors oui, il y a une redécouverte du local. Les gens se rendent compte, en fait, se sont rendus compte aussi, grâce aux différentes crises alimentaires successives, des dérives du modèle. Finalement que le non local, le circuit long, rajoutait de l'opacité et parfois des risques sur les produits, en plus de ne pas soutenir le développement de leur territoire, de leur économie locale. Donc effectivement, il y a un engouement pour le local. C'est plus quelque chose de militant, enfin, à mon avis. Je trouve que ça évolue. Après, c'est quoi la définition du local? Il y a des gens qui vont dire 100 km à la ronde. Est-ce que c'est 100? Est-ce que c'est 150? Pour certains, 100 c'est déjà trop. Est-ce que c'est 30? Je pense que c'est plus complexe que ça. On doit être capable d'adapter cette définition en fonction des filières, en fonction des territoires. Quelqu'un qui habite à 500 km de la mer, est-ce qu'il n'a pas le droit de manger de poisson parce qu'il n'y a pas la mer à côté? Je pense pas. Est-ce que des Parisiens n'ont pas le droit de manger d'agrumes parce qu'il n'y en a pas dans un rayon de moins de 500 km? On voit bien que ce n'est pas le cas. Tout le monde continue de manger des agrumes. Donc, on se rend compte, nous aussi, à La Roche qui dit oui, peut-être après 5 ans, que cette pureté initiale et cette volonté de faire du 100% local, c'est une utopie, c'est pas possible. Mais déjà, si on arrive à faire du 80% local, du 70% local, il faut trouver le chiffre. Déjà, si tout le monde allait vers ça, on redynamiserait les territoires, on serait capable d'avoir des aliments de saison et en plus de pouvoir compléter avec des produits qu'on ne va pas trouver localement et qui restent indispensables à l'alimentation de tous les Français. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive finalement à inverser la tendance, parce que dans la grande distribution aujourd'hui, finalement, le local, ça doit être peut-être 10 ou 20%. Est-ce qu'on peut inverser cette tendance pour faire en sorte que le local devienne 80% et le non local la minorité? C'est possible, on pourrait aller dans cette direction-là, et ce serait plutôt positif pour tout le monde. Ensuite, il faut se rendre compte, par exemple, nous on habite pour la plupart d'entre vous à Paris. Sur Paris, si tout le monde commence à se mettre au local, alors je ne sais pas comment on va faire, hein, parce qu'on est quand même beaucoup en région parisienne. Nous, on le voit déjà dans notre réseau, on doit utiliser la limite maximale des 250 km à la ronde pour pouvoir approvisionner de façon assez complète les ruches du bassin francilien. Alors si tout le monde s'y met, ça va être compliqué. Alors ceci dit, il y a quand même des nouvelles dynamiques qui vont permettre de consommer local. Et maintenant, on voit des nouvelles choses arriver, des nouvelles tendances au-delà du circuit court du locavorisme. On parle beaucoup de l'agriculture urbaine. Alors c'est le nouveau truc, hein. Il y aura sans doute une conférence Altavien dans 2 ans là-dessus. L'agriculture urbaine, ça se développe et ce sera sans doute une solution d'avoir une partie des produits directement cultivés en ville. On va sans doute aller vers ça. Ça va y avoir une complémentarité entre ce qu'on produit en ville, ce qu'on produit à la campagne. Effectivement, des villes américaines qui sont plus avancées sur le sujet. À Détroit, il y a beaucoup de choses à Montréal aussi. Mais ça arrive à Paris, en tout cas, il y a un gros soutien de cette dynamique-là. Mais au-delà de là, on parle beaucoup de production, hein, il faut aussi voir le côté transformation, et puis après, je laisserai la parole à mes confrères. La transformation est importante aussi. Il y a le local, c'est ce nouveau dynamisme qu'on trouve dans les villes, dans les grandes villes, autour de l'artisanat, de plus en plus de gens qui essayent de valoriser les produits. Alors les producteurs eux-mêmes
quand ils vont vers le circuit court, en tout cas, vont essayer de valoriser leurs produits. Un éleveur laitier va se mettre à faire des yaourts, des fromages, etc., pour donner de la valeur à son produit et mieux le vendre. Mais on voit aussi énormément d'artisanat qui se redéveloppe en ville, de circuits de proximité, des bouchers, des poissonniers, etc. Ça redevient tendance d'être artisan et d'être producteur. Et c'est plutôt une bonne chose. Et c'est grâce à en redéveloppant l'artisanat et l'agriculture, qu'on va réussir à de nouveau être dans une dynamique de plus de local. Voilà. Alors nous, de notre point de vue, on confirme aussi la tendance du local, c'est-à-dire que quand on s'est créé, on avait la vision gros hypermarché, donc pour donner quelques chiffres, un gros hyper, un gros Auchan, un gros Carrefour, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel à peu près, ça mesure entre 10 et 15 000 mètres carrés, et ça, donc on s'est créé pour ces gens-là, et on a aussi la vision que c'est un modèle passéiste, et que plus ou moins court terme, les petites surfaces de proximité intra-urbaines sont le format d'avenir. On est plus sur du market, du city, que sur de gros hyper. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour nous, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on se réinvente, enfin, en tout cas qu'on adapte nos services, parce que la boîte va s'autodétruire sinon. Mais en tout cas, on en est convaincu, nos clients le savent, le sentent. On va de plus en plus vers ça. Quand on voit les croissances de boîtes comme Biocoop ou Bio C'est Bon, voilà, il y a une vraie déconnexion entre l'hyper qui est un peu en perte de vitesse et les petites surfaces qui pullulent et qui ouvrent un peu tous les mois, toutes les semaines. Alors, il ne faut pas non plus que ce soit une vision trop citadine ou trop même parisienne, parce que je pense que l'hyper a encore de beaux jours devant lui dans les surfaces rurales ou périurbaines. Mais en tout cas, dans les grandes villes, cette tendance de fond, et en particulier à Paris, elle est, selon nous, irréversible. Donc voilà, ce qui nous pousse, nous, aussi à ouvrir des nouveaux services spécifiques pour les petites surfaces, où il y a des problèmes de massification ou des problèmes de petits volumes qu'il faut mutualiser. Donc on le fait, on s'adapte. Ça, c'était la première remarque. Et nous, le local, de notre point de vue, on le retrouve aussi sur les filières en aval. Donc c'est assez intéressant, parce qu'au-delà du don, nous, on se rend compte que si jamais les 11 000 ou 12 000 points de vente en France jouent le jeu de la loi anti-gaspillage et jouent le jeu de la deuxième vie de l'invendu, il va falloir se creuser le cerveau, se creuser la tête, pardon, pour trouver des filières de deuxième vie en aval. Grosso modo, c'est une bonne nouvelle, mais il y a plus d'invendus que de misère en France. Donc à plus ou moins court terme, on va saturer le réseau associatif avec nos invendus. Donc il faut qu'on trouve d'autres choses à faire, d'autres deuxième vie. Et donc moi j'ai quelques idées en tête, j'ai quelques exemples de boîtes aussi qui sont partenaires de Phoenix et qui fonctionnent très bien. Notamment, on peut rendre hommage à des gens qui sont dans le Nord, qui font une soupe qui s'appelle Bon et Bien. Et c'est local dans le sens où c'est produit dans le magasin, c'est un Leclerc, pour ne pas le citer, qui produit des smoothies et des soupes à partir des invendus de fruits et légumes du magasin. Donc ils sont sortis des rayons, ils sont transformés à l'étage et ils redescendent dans le magasin sous la marque Bon et Bien. Donc ça, c'est un exemple qu'on pourrait dupliquer. Ça ne marche que dans 1 ou 2 magasins, mais ça a vocation à SME. Il y a d'autres boîtes qui font aussi de la transformation de fruits et légumes pour en faire de la confiture. Donc, je pense notamment à une boîte qui s'appelle Rebelle, qui fait de la confiture à base de fruits et légumes issus des marchés de Rungis. Et pareil, c'est fait sur place, en local. Il y a une autre boîte à Toulouse qui fait ça, qui s'appelle les Repêchés Mignons. Donc voilà, nous, on voit ces petites initiatives émerger. On aimerait les approvisionner, les aider à se consolider, à grossir avec nous. Et donc voilà, en fait, c'est un peu ces deux dimensions qu'on voit dans notre lornière invendue et distribution sur la tendance locale, voire hyper locale. Alors, est-ce que chez Picard, on sent un développement du local ? Oui, mais je dirais qu'on ne sent pas la même chose, puisqu'on n'est pas encore vraiment dans du local. Mais on sent néanmoins qu'il y a effectivement une demande croissante déjà au niveau du Made in France. On le sent, voilà. Il n'y a qu'à ouvrir un journal pour s'en rendre compte tous les jours. Il y a cette demande qui est déjà là. Donc nous, dès qu'on sort des produits, on s'efforce de sortir des produits dont tous les ingrédients viennent de France. Et ces produits-là, effectivement, on sent bien qu'ils rencontrent un intérêt croissant de la part des consommateurs. Après, comme je disais tout à l'heure, on a encore pas mal de boulot pour faire du local à moins de 100 km ou même moins de 200 km. Néanmoins, alors, moi, il y a un sujet qui me semble important. On parlait de transformation. Enfin, Marc David parlait de transformation tout à l'heure. Moi, je me pose
pas mal de questions depuis un certain temps. Je me dis, bon, Picard, ok, alors nous, on est dans le surgelé, on est encore en fabrication, je dirais, nationale, mais on n'est pas dans du local régional. Comment concilier tout ça avec un objectif global d'efficience écologique, puisque bon, quand on parle de circuit court, encore une fois, j'ai envie d'élargir le sujet à l'ensemble du cycle de vie, et on se rend compte d'une chose, c'est que finalement, ce qui peut paraître pénalisant pour Picard, à savoir le surgelé, comment dire, la technologie du surgelé, qui évidemment consomme de l'énergie et donc a un impact environnemental. Il y a un gros atout au surgelé, c'est le faible gaspillage alimentaire. Nous, on a mesuré très précisément le gaspillage alimentaire sur notre circuit de distribution entre nos plateformes et la sortie magasin. On est à peu près à 0,5% d'invendus. Donc c'est relativement faible. Et on a même mesuré, il y a quelques années, on a fait une enquête auprès de 3600 clients. Et on s'est aperçu qu'il y avait le même taux de gaspillage chez le client. Donc ça veut dire que entre voilà, la sortie de l'industriel jusqu'à la poubelle du consommateur, il y a à peu près 1% des produits qui sont gaspillés. Alors ça, c'est un atout, effectivement. Et si je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur l'amont agricole, il s'avère que la surgélation est aussi un gros atout. La transformation et la surgélation est un moyen de valorisation pour l'agriculteur. On s'en rend compte de plus en plus, puisqu'on, comme je disais tout à l'heure, on a commencé à établir un dialogue de proximité avec les exploitants agricoles. Et ils nous disent tous qu'effectivement, il y a une problématique d'étalement des ventes dans le temps, qui est problématique quand on est en frais, et qui est beaucoup plus compliqué quand on est en frais que quand on est en surgelé. Donc, la transformation et la surgélation est une réponse à cette problématique d'étalement des ventes et qui permet de réduire le gaspillage, je dirais, sur tout le cycle de vie, puisque, y compris sur l'amont agricole, on va pouvoir réduire ce gaspillage. Et quand on dit réduire le gaspillage, c'est aussi, du coup, aider l'agriculteur, le producteur agricole, à valoriser sa production. Et je vais plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on sait aussi que la transformation de l'aliment est une manière aussi de soutenir l'agriculteur. C'est-à-dire que c'est plus difficile de vivre uniquement en vendant une carotte ou en vendant voilà, des tomates, etc., qu'en vendant une ratatouille. Donc, il est parfois, ou une soupe. Et donc ça, c'est aussi un levier très intéressant pour soutenir les agriculteurs tout en faisant un produit qui peut intéresser un client final. C'est la transformation des produits qui potentiellement n'auraient pas pu être vendus ou difficilement, les transformer en des soupes, des ratatouilles, etc. Et d'associer ça avec le local. Voilà. Si on peut mélanger tout ça et essayer de constituer un concept équilibré, c'est ce qui me semble être un objectif intéressant à atteindre. Et en tout cas, voilà, ce que j'essaye de faire, c'est concilier ce qui peut sembler être pénalisant pour nous. Finalement, ça peut être aussi une arme pour construire un modèle différent et un modèle d'avenir intéressant. Est-ce que vous avez des questions ou pas encore ? Nous, on a des questions. Donc, une des questions, notamment en parlant avec les personnes qui étaient là au moment du petit déjeuner avant de démarrer la table ronde, c'était de se dire, le circuit court, d'accord, mais qu'en est-il de tout ce qui est déchets et tout ce qui est gaspillage ? Là, pour l'instant, on a parlé beaucoup de l'alimentaire. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent dans le non-alimentaire qui sont là aujourd'hui. Également se dire tout ce qui est les problématiques d'emballage, de sacs plastiques, de réglementation qui sont retardées. Voilà, c'est-à-dire que le circuit court, je caricature, mais si je fais du circuit court, mais que je vais, à chaque fois que j'achète 1 kilo de pommes bio qui vient d'il y a 10 km, on me le met dans un sac plastique, qu'ensuite je vais jeter je ne sais pas où. Est-ce qu'on est vraiment dans du circuit court dans son acception optimale, et est-ce que, en tant que consommateur, si je suis flattée d'aller faire du circuit court, mais qu'en même temps mon mode de consommation je ne le change pas et que mon kilo de pommes,
je le jette parce que voilà, j'en fais le même usage à la maison. Voilà, donc tout ce qui est gaspillage, déchets et emballage. Voilà, tout ce qui est autour, parce qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de problématiques réglementaires, notamment pour la grande distribution, et que ce soit dans l'alimentaire ou le non-alimentaire, parce que La Ruche vend du non-alimentaire. Phoenix traite du non-alimentaire, et Arnaud est à l'initiative du sac Picard bio en tissu que vous pouvez trouver dans tous vos magasins Picard, quand même, qui est aussi une manière de gérer l'emballage et le déchet d'une manière différente. Battez-vous pour le micro, non? Bon, nous, à La Ruche, on fait surtout de l'alimentaire. Hein. Le non-alimentaire est vraiment très, très à la marge. Donc je ne l'évoque pas. Effectivement, il y a cette fameuse question du gaspillage alimentaire. Alors, l'un des bénéfices qu'on a dans notre système, qui a cette contrainte pour le consommateur de commander 2 jours à l'avance, fait que le producteur sait exactement ce qu'il va devoir livrer. Donc, il n'y a pas de gaspillage sur le lieu de distribution. On sait que sur les produits, sur les fruits et légumes, c'est quasiment un tiers qui part à la poubelle dans la grande distribution. Donc en tout cas, là-dessus, on est meilleur. Ensuite, ce qui se passe chez le consommateur, alors ça, on ne l'a pas calculé comme chez Picard. Je suis assez d'ailleurs surpris par les chiffres qui sont très bons sur le peu de gaspillage alimentaire sur le surgelé, mais bon, qui peut se comprendre par le côté surgelé. On dit que les gens mettent beaucoup de choses à la poubelle. Nous, notre conviction, c'est que si on achète des produits de meilleure qualité, souvent un peu plus cher, on a moins envie de les jeter. Il y a moins de mauvaises surprises aussi, généralement, sur les produits. Et donc, soit on va les congeler, soit on va les transformer parce qu'on n'a pas mangé les fruits à temps. En tout cas, je pense que les gens font plus d'efforts quand ils achètent des produits de meilleure qualité. Et nous, on a plutôt tendance à dire qu'il faut arriver à changer les habitudes de consommation pour que les gens achètent moins des produits plus chers, de meilleure qualité et qui gaspillent moins. Parce que s'ils mettent un tiers des produits à la poubelle, et bien avec des produits de meilleure qualité plus chers, ils en mettront moins à la poubelle. Ensuite, le zéro emballage, zéro déchet. Bon, il y a beaucoup d'initiatives dans notre réseau parce que forcément, on a, étant donné que c'est un réseau très indépendant avec des responsables de ruches qui veulent monter beaucoup de choses, il y a beaucoup de ruches qui ont mis en place des dynamiques pour récupérer les emballages. Voilà, on voit beaucoup de dynamiques différentes. Aujourd'hui, on les encourage. On n'a rien qui est lancé au niveau central de la plateforme. En revanche, en raison de l'interdiction complète des sacs plastiques qui arrive là en janvier 2017, alors même si ce n'est pas nous qui faisons l'emballage, vu que ce sont les producteurs qui vendent et qui livrent, on cherche en ce moment des solutions pour les producteurs, pour leur permettre finalement de suivre cette législation et de trouver les meilleurs contenants possibles pour pouvoir livrer leurs produits. Même si on le voit, en tout cas dans le réseau, il y a de moins en moins de plastique, mais il y en a encore, malheureusement, chez nous. Alors chez nous, un petit mot sur le gaspillage alimentaire, et puis après, je vous parlerai d'un cas en non alimentaire. Nous, on a commencé à réfléchir au sujet en 2013. Et à l'époque, alors ça va paraître prétentieux de dire ça, mais c'était trop tôt et il y avait un côté trop visionnaire, trop en avance sur le marché. Et ce qu'on appelle dans les modèles de start-up, le time to market n'était pas très bon en fait. On a passé beaucoup de temps à évangéliser nos clients, à les convaincre qu'il fallait aller dans ce sens-là, leur dire que c'était le sens de l'histoire, qu'il fallait avancer dans la lutte contre le gaspillage, etc. Et puis maintenant, on s'aperçoit 2 ans et demi après qu'en février, il y a une loi qui est passée en France à l'unanimité à l'Assemblée et au Sénat qui interdit la javelisation des invendus sous peine de 2 ans d'emprisonnement et 3 750 € d'amende par infraction constatée. Elle a fait des petits puisqu'il y a une semaine, elle est passée en Italie aussi. Donc voilà, un peu comme le disait Marc David tout à l'heure, qui était en avance sur les circuits courts. Ils en parlaient à l'époque où personne n'en parlait. Nous, c'est pareil, on s'est un peu cassé les dents pendant quelques mois à prendre un rendez-vous qui ne débouchait pas trop. Les gens voyaient une intuition mais ne comprenaient pas. Et puis finalement, au fil des semestres, on a fini par avoir raison. Et donc maintenant, on est porté par cette loi, par tout le contexte médiatique et sociétal autour de la lutte anti-gaspillage qui facilite les discussions avec les distributeurs. Donc, mais effectivement, je confirme que la grosse partie du gaspillage, elle est chez le consommateur final et elle n'est pas chez le distributeur.
On estime que la grande distribution pèse pour moins de 10% du gaspillage alimentaire en France et plus de 50% à échelle conso finale. Donc c'est vous dans vos frigos, en partant en vacances, en partant en week-end, ou quand vous oubliez un yaourt au fond du bac à légumes. Et alors pour revenir sur le sujet du non alimentaire qui concerne aussi Altavia et quelques clients ici, on en avait parlé d'ailleurs avec Laetitia à l'époque. Nous on a eu un gros sujet, c'est ce que ça m'évoque, c'était sur les PLV. C'est pour un client que je ne vais pas citer, mais la problématique c'était à partir du mois d'avril, il met en rayon dans la grande distribution des crèmes solaires dans toute la France, et en particulier là où il y a du soleil. Et donc c'est livré, non pas en vrac, ce qui aurait pu être une recommandation, mais c'est livré sur des meubles, qui sont des meubles en métal, des étagères qui sont nickel, toutes neuves, sur roulettes, avec 5-6 étages, du beau métal. Et en fait, les étagères, dites-vous qu'à la fin de la campagne solaire, donc au mois de septembre, après l'été, quand elles sont retirées des rayons, elles sont jetées. Et donc nous, il y en avait 3600. Et donc nous, la mission qu'on avait, c'était de récupérer ces 3600 étagères en métal, de les mutualiser dans un point de collecte, et de faire passer des épiceries solidaires, des épiceries sociales, pour que ça devienne des rayonnages dans des boutiques. Donc voilà ce qu'on peut faire. C'est pas intuitif, c'est moins intuitif que le gaspillage alimentaire, et pour autant, il y a plein de choses à faire, il y a plein de produits qui peuvent avoir une deuxième vie, là où on n'y aurait pas pensé initialement. Donc j'espère que ça vous donnera des idées et que vous ferez appel au service de Phoenix. Oui, alors sur les emballages, c'est une question intéressante parce que effectivement, nous, quand on a démarré la démarche développement durable il y a 8 ans, on s'est dit bon, il faut réduire les emballages. Surtout que on avait fait appel à une association de consommateurs qui nous avait dit bah, nous, quand on interroge les clients, ils disent bah, chez Picard, quand on a fini de manger, il y en a plus dans la poubelle qu'il y en a dans l'assiette. Alors effectivement, on s'est dit bon, il faut travailler là-dessus. Et donc on a travaillé pour adapter les dimensions des boîtes. Alors ça c'est un exemple, parenthèse, mais qui est quand même intéressant. C'est que vous avez certainement remarqué, pas que chez Picard, des fois il y a la boîte qui est plus grande que le plat qui est à l'intérieur. Et on se dit mais ils sont bêtes ou quoi? Pourquoi ils font ça? Ça n'a aucun intérêt écologique, économique, etc. Le truc c'est que les industriels ont investi dans des machines qui doivent amortir sur de longues années, qui ont parfois des dimensions assez fixes. Et l'emballage, malheureusement, il doit s'adapter à la dimension de la machine. Donc, ça prend un certain temps avant de pouvoir modifier la machine, changer la machine, etc. Donc, c'est parfois des contraintes très bêtes comme ça qui nous empêchent de progresser. Bon, ça n'empêche pas qu'on progresse et qu'on travaille là-dessus. Après, il y a la question de, OK, si je réduis l'emballage, jusqu'où je peux aller? Je prends l'exemple des sachets de légumes. On s'est dit, bon, on va réduire l'épaisseur du sachet. Donc, c'est bien, a priori, c'est écologique, on va utiliser moins de plastique. Sauf qu'on s'est rendu compte que si on va trop loin là-dedans, on fragilise tellement l'emballage qu'on a de la casse en magasin. Et donc, quand on a de la casse en magasin, l'impact environnemental, il est énorme, puisqu'on perd le produit tout entier. Donc, on a cultivé des terres pour rien, on a transporté le légume pour rien, etc., etc. Et quand on met ça en rapport avec le poids environnemental d'un emballage sur un produit, nous on l'a mesuré quand on a fait les analyses de cycle de vie, on sait que ça représente environ 3% en moyenne, 3% de l'impact environnemental total d'un produit. Donc l'emballage c'est important, mais finalement c'est pas le point crucial. C'est-à-dire que il vaut mieux s'assurer que le produit est bien protégé et qu'il ne sera pas détruit, etc., pour réduire l'impact environnemental, que de vouloir aller trop loin dans la réduction de l'emballage, réduction de la protection du produit. Mais évidemment, il faut faire les deux. Enfin, il faut faire les deux en intelligence, C'est ça que je veux dire. Tu parlais de la glacière équitable, effectivement, qu'on a lancée il y a 4-5 ans. Oui, alors c'est un produit qui était innovant et qui est toujours innovant, qui fonctionne assez bien, effectivement. Alors malheureusement, on n'est pas dans du local puisque c'est du coton. Alors c'est de la toile de jute. Juste pour vous expliquer, c'est une glacière entièrement naturelle. Donc il n'y a pas de plastique, il n'y a rien. C'est coton, toile de jute, et c'est la toile de jute qui fait isolant. Le coton, malheureusement, on n'en fabrique pas en France. Enfin, pas encore, je crois.
Du coup, on s'est approvisionné en coton équitable, mais qui provient d'Inde. Voilà. Donc c'est la limite, effectivement, quand on veut faire des choses 100% naturelles. Des fois, on n'arrive pas trop à faire de choses 100% locales. Oui. C'est une bonne idée, on pourra en reparler tout à l'heure si vous voulez. Vous n'êtes pas dans le secteur de la vente de coton? Bon, d'accord. Je vais discuter avec vous alors. Non, mais pourquoi pas? Oui, non, je ne dis pas qu'on a épuisé toute la réflexion vertueuse sur le sujet. On a essayé de lancer un produit. Après, il y a la question de l'équitable aussi, c'est-à-dire qu'on soutient finalement la production de coton. Quand on est dans de l'équitable, on fait travailler des gens, j'allais dire dignement, qui sont dignement rétribués, etc. Donc il y a toujours le débat entre est-ce qu'il faut soutenir l'activité économique de pays en développement ou est-ce qu'il faut favoriser la production française. Bon. Sur le coton, effectivement, alors, on n'avait pas pensé au recyclage des pulls, mais pourquoi pas, faut étudier la question. Et je voulais juste terminer sur... on parlait d'emballage. Oui, enfin, ça me fait penser à un autre sujet, c'est quand on dit circuit court, on dit, bon, on met en relation directement le producteur avec le client et avec un intermédiaire comme la ruche qui dit oui au maximum. Et la question qui s'est posée, nous on a participé à une étude qui a été faite par la région Nord-Pas-de-Calais, et qui a consisté à comparer l'impact environnemental de différents circuits de distribution pour un même produit. Et on a comparé AMAP, Marché, et deux enseignes de la distribution, dont Picard. Je ne citerai pas l'autre. Et on s'est rendu compte que parfois, le cas des marchés ou des AMAP pouvait être pas si vertueux que ça d'un point de vue déplacement. Puisqu'en fait, vous avez beaucoup de clients qui vont se déplacer parfois en voiture, hein, quand la map n'est pas forcément à 500 mètres du lieu de vie du client. Donc ça implique quand même un déplacement en voiture qui parfois est de plusieurs kilomètres. Donc c'est presque au cas par cas. Alors il faudrait peut-être faire une étude plus macro pour voir si statistiquement c'est globalement meilleur quand même quand on est dans une AMAP ou en circuit court. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois c'est pas aussi évident que ça qu'il y a une vraie plus-value environnementale à avoir comme ça plusieurs petites structures qui attirent plein de clients qui vont se déplacer. S'ils viennent tous à pied ou en vélo, c'est nickel, mais si ils prennent la voiture X fois voilà, pour aller acheter leurs légumes, en plus en peut-être plus petite quantité, enfin voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour évaluer ça. Ceci étant, moi je fais partie d'une AMAP, mais j'y vais à pied, voilà. Donc, non, voilà, non, mais c'est un sujet qui n'est pas super évident, c'est ça que je veux dire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ouais, tu veux te présenter? Bonjour, oui, moi je m'appelle Grégoire, je travaille pour un réseau social qui s'appelle Peuplade, c'est un réseau social de proximité. C'est plus un partage d'expérience quand je vous entendais. C'est vrai qu'on parle beaucoup des circuits courts avec la réduction de l'empreinte écologique finalement hein, des consommateurs. Et c'est vrai que nous, ce qu'on ressent au niveau de Peuplade, c'est qu'au-delà de ça, les communautés qui se constituent au niveau des quartiers vont vers une consommation plus responsable, mais que ce que recherchent les gens avant tout, c'est se rencontrer pour participer à un nouveau modèle de société au sens large, avec pour partager avec les gens de leur quartier et de leur environnement proche. Et c'est vrai que nous, ce qui nous demande de plus en plus, c'est de rechercher, de mettre en avant soit des commerçants ou du commerce responsable qui va au-delà de leur proposer des produits particulièrement vertueux écologiquement, qui vont leur permettre de vivre une expérience où ils vont pouvoir rencontrer d'autres personnes du quartier. Et c'est vrai que je regarde la ruche, parce que c'est vrai que moi j'ai fait quelques distributions de ruches, et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens discutent entre eux, et c'est pas juste une simple collecte, et on voit qu'ils boivent un verre, ils partagent autour d'autres sujets. Et c'est vrai que nous, qui sommes plus sur le lien social, sachez que c'est ce qui se passe dans les communautés d'hyper-proximité, quoi. Voilà. Alors
Merci Grégoire, c'est une excellente transition sur quand on avait réfléchi à la table ronde là tous les quatre, on s'était dit bon, les circuits courts c'est très alimentaire et puis il y a aussi une dimension très environnementale. Donc aujourd'hui quand on parle d'innovation économique, on cherche toujours à avoir impact social positif, impact positif économique, environnemental et social. Et là on voit l'impact environnemental positif tout de suite. On a pu vous voyez, même avec des chiffres, etc., qui parfois sont surprenants à développer. Et ensuite se dire quelle serait la relation entre le circuit court et l'impact social positif, comme tu disais. Et est-ce qu'à terme, c'est pas celui-là, entre guillemets, qui a plus de valeur immatérielle, d'une certaine manière, que la valeur matérielle qui est développée par l'arrêt du gaspillage, tous les calculs qu'on peut faire d'émissions de CO2, etc. Donc je ne sais pas si... Bon, alors Marc David. Je vais être bref. Aujourd'hui, en fait, les entreprises, les projets qu'on monte ne cherchent pas effectivement à avoir uniquement un impact économique. On regarde tous les niveaux. On regarde l'impact économique, l'impact social, l'impact environnemental. Et évidemment, dès le début de La Ruche, l'un des gros axes, c'était la création de la communauté, la création de liens sociaux localement. Comment on va recréer du lien entre les habitants d'un quartier, du lien entre les territoires ruraux et les territoires urbains, en remettant en contact producteurs et consommateurs. On a même vu énormément de dynamiques qui se sont mises en place dans le réseau, qui sont très fortes, dans le collaboratif, au-delà même dans la coopération entre producteurs, puisque le fait de se rencontrer pendant les distributions fait qu'il y a eu énormément de producteurs qui ont commencé à travailler ensemble, à mutualiser de la logistique, à transformer les produits les uns des autres. Toutes ces dynamiques qui se mettent en place. Ce qui est intéressant sur cette partie communautaire, convivialité, c'est que ça attire un certain nombre de personnes, mais aussi ça donne confiance à des personnes qui n'ont pas forcément le temps de s'impliquer dans la communauté, mais de voir que le projet est tenu et monté par une communauté locale. Parce qu'on voit quand même des fonctionnements où, sur les ruches parisiennes, il y a ce côté convivial, si on en a envie, mais il y a aussi 3/4 des gens qui n'ont pas le temps et qui viennent récupérer les produits. Mais si un jour ils ont le temps, s'il y a une dégustation, ils vont pouvoir passer un peu plus de temps, et c'est ça qui est intéressant. Sur le côté impact environnemental, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, les circuits courts, il y a encore beaucoup de choses à optimiser. C'est une chaîne de valeur qui est encore très peu optimisée par la technologie, par de la massification, on a des camionnettes souvent mal remplies, des retours à vide. La grosse problématique est surtout la partie logistique des producteurs. Selon nous, c'est là qu'il y a le plus d'amélioration, à la fois pour la rentabilité économique des producteurs. Si on améliore la logistique locale, qui peuvent gérer eux-mêmes, hein, mais en tout cas que la technologie peut leur aider à améliorer cette phase de transport, on peut leur permettre d'avoir une meilleure rentabilité et on peut permettre d'avoir un bien meilleur impact environnemental. Alors après, effectivement, c'est pas idéal côté logistique producteur. Côté membres dans les circuits courts, on observe les mêmes phénomènes que dans la distribution traditionnelle. Les gens ne vont pas se déplacer au-delà de 15 minutes de temps de trajet. Alors nous, dans nos observations, ça va être 15 minutes à pied ou en vélo plutôt qu'on est dans des territoires urbains, et 15 minutes en voiture, effectivement, dans des territoires ruraux. Mais les gens ne vont pas faire 30 minutes, 40 minutes. Et puis il y a finalement aussi ce côté massification où tous les produits sont amenés au même endroit et tout le monde se rend au même endroit, qui est aussi une sorte d'économie. Il n'y a pas de livraison à domicile. Donc c'est pas là qu'est l'impact environnemental et le moins bon, c'est vraiment logistique producteur. Voilà, mais vraiment, je crois que pour conclure, ce qui est important, c'est que les projets qu'on essaye de monter, s'ils n'arrivent pas à conjuguer l'économique, le social et l'environnemental, demain, ils n'arriveront pas à se distinguer. Les consommateurs attendent ça. Ils veulent pas uniquement, ils regarderont pas uniquement le prix demain. Ils regarderont comment les marques, comment les distributeurs s'engagent, dans quel sens ils vont. Je pense même le consommateur est sorti de ce côté peut-être puriste, à se dire il faut absolument la perfection et le circuit parfait. Ça n'existe pas. Ce qui est important, c'est de montrer des dynamiques, de montrer que tout le monde essaye de se transformer, qu'on va dans la bonne direction. Et je crois qu'il faut, voilà, même nous, on essaye de sortir de cette vision un peu puriste et de se dire il faut qu'on y aille tous, puisque c'est un problème qu'on a en commun, c'est un problème
environnementale qu'on a, et on doit tous aller vers cette amélioration de nos façons de fonctionner, de nos façons de distribuer, pour aller dans la bonne direction. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais voilà, je veux porter un message positif. Je sens qu'on y va, et c'est plutôt une bonne chose. Alors moi aussi, je vais être assez rapide. Nous, la boîte, elle repose sur 3 piliers. Il y a un pilier économique qui est la réduction des déchets et donc des coûts de traitement qui vont avec. Il y a un pilier environnemental qui est la réduction des déchets et du CO2. Et puis il y a un pilier social via la redistribution des invendus alimentaires. Et en transverse, on a du numérique via notre plateforme web. Et là où je rejoins ce que disait Grégoire de Peuplade, c'est qu'effectivement, nous, initialement, on avait une vision très techno. On s'est dit, on va être une boîte qui va désintermédier le don alimentaire, qui va connecter en temps réel l'offre et la demande sur les surplus. Et on avait un peu sous-estimé le côté dont tu parlais, qui est vraiment la rencontre, l'humain, le tissu social, le lien social local. Et donc on a complété cette brique de service qui était essentiellement technologique par vraiment du service B2B et par le fait de faire venir un directeur de magasin à une distribution de l'association qu'il a soutenue, par le fait de se faire se rencontrer les gens, par le fait de donner aussi au magasin de la transparence sur la destination de ses invendus, de ses volumes. Et en fait, in fine, c'est le directeur de magasin qui choisit les assos avec lesquels il veut travailler. Donc si par exemple, il a un enfant qui a été atteint par la leucémie, il va nous demander d'essayer de trouver en priorité une association qui lutte en faveur de la recherche contre la leucémie, et ainsi de suite. Donc effectivement, on s'aperçoit que le numérique est à la fois un atout, mais ça peut être aussi un danger, ou en tout cas une menace dans ce sens-là de désintermédiation et de déshumanisation du lien social. Et donc nous, on est assez vigilants là-dessus, et on a fait en sorte qu'il y ait toujours un maintien, un lien, des serrages de pince en magasin, de la rencontre, des photos. Et voilà, on est hybride entre du numérique, du physique et du lien social local. Et c'est ça qui marche, parce que le numérique tout seul, je pense, à ce stade, ne fonctionnerait pas aussi bien qu'un mix des deux. Oui, alors le lien social, effectivement, c'est important, et je pense que c'est assez intimement lié avec la question des circuits courts. Globalement, je pense qu'à travers ce sujet, on retrouve effectivement les 3 piliers, les 3 piliers du développement durable: l'environnement, le social et l'économique. Ce que ça m'inspire, c'est qu'effectivement, il faut essayer de concilier les 3, et naturellement, c'est ce qui se passe quand on fait du local, je pense. On met en relation, enfin, ce que vous disiez, effectivement, c'est qu'il y a du lien qui se crée au sein des clients. Si on imagine effectivement des AMAP ou la ruche ou des choses comme ça, ce qui se passe peut-être pas beaucoup aujourd'hui dans les magasins Picard, mais peut-être ça évoluera. Mais le côté économique, enfin moi je fais partie d'une AMAP, comme je disais tout à l'heure. C'est intéressant quand même de voir quelles sont les différentes motivations des gens qui font partie des AMAP. Je dirais qu'il y a une majorité, je pense effectivement, de gens qui se sentent engagés par rapport au soutien des petits producteurs et qui aussi soutiennent le bio. En général, c'est souvent associé au bio. Mais il y a aussi l'aspect économique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent honnêtement, c'est parce que ça me coûte moins cher, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, alors ça dépend des AMAP, hein, on sait que les prix peuvent varier, etc. Mais globalement, parfois, je veux dire, il y a cet aspect économique où les gens se disent ça coûte moins cher, donc moi j'y vais pour ça, quoi. Et ce qui me semble du coup être un point très important, c'est que pour développer ces circuits courts, il faudra aussi se poser la question du juste prix. Enfin, c'est tout ce que vous faites de toute façon dans vos concepts de distribution, mais c'est-à-dire que si on veut travailler plus en local avec des producteurs agricoles locaux, il faudra peut-être qu'on soit capable, nous, en tant que distributeurs, en tant que marque, en tant qu'enseigne, de faire passer un juste prix. Donc ça peut aussi avoir, ça peut être un effort de la part de la marque en réduisant par exemple sa marge, mais ça peut aussi passer par un prix qui peut être un peu plus élevé auprès du consommateur, et avec toute la pédagogie qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir expliquer aussi aux consommateurs qu'un produit local et un produit de qualité et un produit écologique, etc., ça peut coûter un peu plus cher. Et on le voit bien avec la crise agricole qui se passe en ce moment, c'est quand même beaucoup un problème de prix, quoi. C'est-à-dire qu'on met la pression, il y a tout un tas de raisons qui s'enchaînent, mais c'est la pression qui est mise sur le producteur qui n'arrive pas à vivre dignement de son travail.
Donc il faut réussir à trouver un modèle qui permette que effectivement le producteur soit rétribué à sa juste valeur. Et à mon avis, il faut que chacun fasse un effort sur toute la chaîne de valeur. Alors, je ne sais pas si la question du prix juste ou du juste prix suscite des questions. Non, je sens que bon, tout le monde vous écoute. Je ne sais pas, pour amener la table ronde vers une conclusion, peut-être, c'est peut-être d'élargir le champ, parce qu'on est parti du circuit court. On a essayé d'aborder différentes dimensions et différentes définitions ou visions. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est, on en avait parlé, c'est est-ce que vous avez des coups de cœur sur des nouveaux modèles de circuit court? On avait par exemple parlé de l'émergence des coopératives, la coopérative La Louve qui a ouvert à Paris, c'est-à-dire qui incite le consommateur à travailler dans son magasin. Ça peut être une définition. Aussi, Jean, tu avais commencé en donnant un peu des marques ou des projets hors de Paris, dans différentes régions ou à l'étranger, sur des projets qui vous paraissent être, entre guillemets, les petits frères ou les petites sœurs des circuits courts. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres modèles où le magasin de Biocop qui a ouvert pendant la COP 21, zéro emballage, et qui n'est pas le seul à faire des petits en France? Voilà, un peu une vision d'avenir et puis des coups de cœur. C'est toujours sympa parce que j'ai vu que quand tu as donné les noms, tout le monde a commencé à noter. Donc voilà, tout le monde peut repartir avec des bonnes idées. J'ai pas beaucoup d'exemples, mais en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'expérimentation, de nouvelles choses qui arrivent. C'est une bonne dynamique, c'est ce qu'il faut encourager, puisque tout le monde n'aura pas les moyens de... Enfin, il y aura des modèles qui s'adapteront aux différentes typologies de consommateurs. Effectivement, il y a les supermarchés collaboratifs, coopératifs qui arrivent, type La Louve. Ça demande un engagement, puisqu'il faut pouvoir travailler dans ce supermarché pour pouvoir bénéficier de ces prix, mais c'est une bonne dynamique. On voit beaucoup de magasins, effectivement, zéro emballage, zéro déchet qui arrivent. En tout cas, on sent un engouement pour ces dynamiques-là. Nous, on le voit parce qu'en général, on relaie les dynamiques sur Facebook. Donc, en fonction du nombre de likes que suscite une nouvelle dynamique, on se dit « Ah, tiens, ça intéresse les gens ». Effectivement, les magasins zéro emballage, ça intéresse beaucoup les consommateurs. Donc, il faut aller vers ça. Et sinon, en tant qu'autre initiative, bon, nous on voit de notre côté vraiment circuit court en ligne. Il y a d'autres initiatives qui se lancent, certaines avec de la livraison à domicile, certaines avec d'autres fonctionnements pour le responsable local. Bon, c'est une bonne chose, ça se diversifie. Donc c'est un secteur vraiment qui se développe. Alors nous, on gravite dans l'écosystème de l'économie circulaire, donc j'ai quelques exemples. Je vous ai parlé tout à l'heure de Repêché Mignon, de Rebelle, donc ça c'est la confiture à partir de fruits et légumes invendus. Bon, et bien aussi, il y a une autre boîte qui fait des friandises à partir d'invendus, qui s'appelle Freewe, qui est basée à Lyon. Il y en a une autre à laquelle je pense, qui s'appelle Upcycle, et qui, elle, collecte le marc de café pour faire pousser des pleurotes, et voilà, de la collecte de champignons. Donc ça c'est une boîte qui marche bien, qui est assez exemplaire. Je pense à quoi d'autre? On a des alter ego qui font de la lutte contre le gaspillage alimentaire, non pas en grande distribution comme nous, mais dans ce qu'on appelle la restauration collective. Donc ils vont récupérer les invendus des cantines scolaires, des hôpitaux, et ils en font du compost ou de la méthanisation, donc de l'énergie. C'est une autre façon de lutter contre le gaspillage. Et donc là, c'est des boîtes qui s'appellent Moulineau ou Love Your Waste, avec des modèles pareils de collecte des biodéchets, soit dans la restauration, même dans les restaurants de quartier. Ils vont chercher les invendus, les épluchures, enfin tout ça. Donc voilà, je pense à ces gens-là. Il y a qui d'autre je peux penser? Il y a Extramuros qui est dans la salle. Alors c'est un peu différent, mais ils récupèrent le bois, les palettes, les chutes de bois pour en faire du mobilier de qualité et pour habiller des bureaux. Alors si vous avez des projets de déménagement, vous pouvez faire appel au service de Julien. Donc voilà, il y a dans l'alimentaire et puis dans le non-alimentaire, il y a aussi l'économie circulaire. Alors, j'ai pas plus d'exemples précis, mais ça me fait penser. Tu parlais de La Louve, mais du coup, on parle aussi d'économie collaborative.
Et j'ai l'impression qu'il y a un lien quand même souvent entre le circuit court et l'économie collaborative. On voit bien qu'il y a vraiment encore ce matin, dans 20 minutes, il y avait un article sur les politiques qui se rendent compte qu'il y a quand même il y a un vrai mouvement de société autour de l'économie collaborative, les Airbnb, Uber et compagnie. Et moi, ça me fait penser à un truc qui n'a rien à voir avec l'alimentaire, mais c'est dans le domaine de la construction. L'éco-construction et les chantiers participatifs, c'est quelque chose, je crois, qui se développe pas mal. Et on voit bien que là, on est à l'interface entre le local, parce qu'on va chercher à utiliser des matériaux locaux, de la pierre, de la terre, de la paille, etc. Et en même temps, des gens locaux aussi, qui ne sont pas forcément tous du métier, mais qui ont envie de participer, d'apprendre, de faire, etc. Et je trouve que voilà, ça m'évoque ça, et je trouve que c'est ce genre de dynamique qui est intéressante. Écoutez, merci à tous les trois. S'il y a des questions, ce qu'on vous propose, c'est de les assaillir en tête-à-tête. Maintenant, j'ai l'impression qu'il reste des boissons et des viennoiseries. Il y a un petit salon à côté dans lequel vous pouvez vous installer. Je pense qu'il y a des personnes de notre équipe communication qui vont peut-être vous demander si vous souhaitez être interviewé et réagir à ce que vous avez entendu ce matin. Et puis surtout, profitez-en. Je crois qu'on a encore le lieu disponible pour un petit moment. Donc profitez-en pour vous rencontrer, parler, discuter. Et que surtout, ça puisse générer des discussions et des idées au-delà. Et puis on vous donne rendez-vous. On a un chouette projet juste avant l'été. Altavia RSE, donc on espère que voilà, vous serez partant avec nous pour aussi expérimenter quelque chose d'un peu particulier. Donc on vous donne rendez-vous la prochaine fois, et puis merci à vous d'être venus, et merci à nos trois participants. Voilà, quand on dit que les métiers de la RSE parfois sont féminins, que voilà, on a une brochette masculine ce matin. Merci beaucoup, au revoir.